Bonjour Arnaud, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter d'abord et me donner un peu de insight sur ton parcours et tes débuts? Bien sûr, bonjour Pierre. Donc je m'appelle Arnaud Ego, j'ai 51 ans. J'ai fait des études commerciales puisque je suis diplômé d'une école de commerce qui s'appelle Schema Business School. Et donc voilà, j'ai toujours eu ancré en moi l'idée de me diriger vers a priori le secteur privé et assez vite, je me suis décidé à l'idée d'entreprendre et de pouvoir développer mon propre business. Et donc, est-ce qu'il y avait vraiment un motif en particulier qui t'a poussé à créer ta boîte et à entreprendre ou c'était plutôt parce que tu sentais que... Enfin, est-ce qu'il y avait un événement déclencheur ou c'était plutôt sans événement déclencheur mais une envie que tu avais d'entreprendre? Ouais, il y a pas, il y a pas vraiment d'événement déclencheur. Je dirais que c'était pour moi une espèce de suite logique et c'était quelque chose de beaucoup plus profond que de déclencher par un événement particulier. Le moteur euh, très personnel chez moi euh, dans l'idée d'entreprendre est lié à un mot-clé qui est celui-là, qui est vraiment la liberté. Donc de ce fait, je dirais qu'il n'y a pas forcément de moment, même si euh, euh, j'ai été porté, notamment lorsque j'ai créé ma première entreprise, j'ai été porté par euh, un premier business et une idée, et qu'évidemment, j'ai essayé d'être opportuniste dans le bon sens du terme pour pouvoir saisir le moment et l'opportunité qui m'était offerte de pouvoir entreprendre. Et donc, quelle était donc la mission originale de ta boîte et quelle vision tu en avais quand tu l'as commencé? Quel but, quel objectif tu avais en tête? Alors, j'ai créé plusieurs entreprises, une petite dizaine pendant toutes ces années, mais l'entreprise majeure dont je suis encore le président aujourd'hui, qui est une société qui s'appelle Selenza, qui est un cabinet de conseil euh, IT, euh, qui a 14 ans d'existence aujourd'hui. Quelques mots d'abord, quelques métriques, hein. C'est une structure qui compte 220 salariés aujourd'hui, qui fait à peu près 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette structure est un cabinet de conseil expert des technologies Microsoft, qui a pour vocation d'accompagner des entreprises de toute taille, depuis la PME jusqu'à la très grande entreprise de type CAC 40, SBF 120 dans sa transformation digitale, dans son adoption du cloud, pour les aider à répondre à des enjeux liés notamment à la sécurité et l'impact de plus en plus important de l'arrivée de technologies liées à l'intelligence artificielle en particulier. La création de Selenza, ça répondait à cette envie de se dire on peut recréer un modèle social un peu différent en étant beaucoup plus focalisé sur la qualité de l'environnement qu'on offre aux salariés et avec l'idée de dire que, il y avait encore une place à prendre de fausses opportunistes sur un marché bien particulier qui était celui des technologies Microsoft en France. Alors au tout départ, plutôt basé à Paris. J'avais également deux convictions fortes et euh, la première qui est, je crois d'ailleurs, une phrase de Richard Branson: traite bien tes salariés, ils traiteront bien tes clients. C'est-à-dire qu'avant d'envisager de traiter correctement ses clients, ce qui évidemment est la base si on veut faire du business, c'était d'abord de pouvoir offrir un cadre épanouissant, valorisant aux salariés, et dès lors qu'on leur donne les moyens de s'épanouir, de progresser, de se former, de monter en compétences, ils le rendent évidemment à nos clients. L'autre point qui est lié au positionnement même de l'entreprise, qui est de dire finalement, j'avais pas envie de créer une structure qui soit une structure qui fasse du volume et qui soit un industriel. Je préfère un positionnement extrêmement clair, extrêmement compréhensible, à la fois pour les salariés que je souhaitais pouvoir recruter, mais aussi les clients avec lesquels j'avais envie de travailler. Donc plutôt un positionnement de niche, un positionnement d'expertise, et puis également convaincu que
finalement, appliquer les codes du luxe, y compris au métier du service informatique, était un moyen de se prémunir des soubresauts du marché. Je veux dire par là que dans le luxe, finalement, il y a peu ou pas de crise. Est-ce que tu pourrais décrire donc la façon dont ton rôle au sein de l'entreprise a évolué au fil du temps et de la croissance? Donc en fait, notamment au niveau de l'implémentation des nouvelles idées commerciales, etc. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est donc les idées, est-ce qu'elles venaient toujours de toi au fur et à mesure qu'il y avait donc cette croissance de l'entreprise? Ou est-ce que après, enfin, j'imagine que tu as aussi travaillé en interne avec des équipes, des conseillers ou des parties tiers pour venir Ouais. enfin implémenter ces idées. Quand tu entreprends et que tu démarres tout seul, évidemment, l'ensemble des fonctions de l'entreprise repose sur toi. Que ce soit le business ou tout le reste, puisque développer une entreprise, c'est pas seulement simplement faire du business. Il faut avoir des compétences de gestion, il faut savoir positionner son offre, il faut marketer son offre, il faut faire la compta, il faut faire la banque, il faut des compétences en social, il faut sortir des fiches de paie. Bref, ce que je veux dire, c'est que il faut un registre de compétences à 360 degrés. Et où déléguer et aller chercher chez des prestataires, des partenaires, les compétences qu'on n'a pas forcément soi-même. Mais néanmoins, au départ, évidemment, je vais te dire qu'on est au four et au moulin et que il faut savoir être un peu le chef d'orchestre et tout faire. Bien évidemment, bah, le meilleur commercial d'une entreprise, en tout cas au tout départ, c'est son fondateur. C'est d'ailleurs son rôle, sa responsabilité. Néanmoins, évidemment, comment dire, on est toujours plus intelligent à deux que tout seul, a fortiori à N qu'à deux. De ce fait, euh, l'une des autres responsabilités à mesure qu'on accueille la croissance, c'est de savoir recruter, savoir s'entourer. De gens, idéalement, il faut essayer de choisir meilleurs que soi, plus brillants, plus forts, plus compétents dans certains domaines. Il ne faut pas craindre ça, bien au contraire. Il faut l'accueillir avec beaucoup de bienveillance et d'intelligence et que l'objectif pour pouvoir scaler et pour pouvoir faire grandir l'entreprise, c'est de mettre des gens compétents, de faire venir à bord des gens compétents en faisant en sorte qu'ils adhèrent à un projet. Donc, il faut être en capacité de transmettre, de partager ce projet, de faire adhérer au projet et de trouver des gens ensuite qui viennent constituer les équipes et qui vont eux-mêmes à leur échelle porter et amener leur expertise, leur vision et enrichir l'idée même du projet et sa mise en œuvre. À travers cette croissance, quelles sont les stratégies que tu as essayées pour surmonter les défis liés donc, à la croissance et pourquoi, selon toi, elles ont fonctionné ou non? Les stratégies ont été diverses, variées et en fonction de la taille de l'entreprise. Et à chaque étape du développement de l'entreprise, finalement, une stratégie différente. On s'adapte par ailleurs, au-delà de la taille, mais on s'adapte au marché. Le marché, il est fluctuant. On n'est pas sur un marché permanent. Donc, on doit réagir à des moments de marché. Et c'est le mélange à la fois de ton environnement global de marché et celui de l'entreprise qui font que tu vas adapter ta stratégie pour toujours garder une dynamique de croissance. Et ça, pour moi, c'est hyper important. C'est-à-dire que le fait d'être en croissance et d'être de façon permanente câblé pour garder cette dynamique de croissance, c'est essentiel à la survie de l'entreprise. Quels sont les plus grands défis actuels qui s'opposent à la croissance de Selenza? Quels sont les challenges que tu rencontres aujourd'hui et qui peuvent te poser problème dans cette croissance? Bah, il y en a plusieurs, c'est-à-dire que actuellement, on est en train de scaler, de changer d'échelle, et que donc on doit professionnaliser, industrialiser un certain nombre de services, de process internes. C'est-à-dire que tu ne gères pas une boîte de 20 personnes comme tu gères une boîte de 200, tu gères pas une boîte de 200 comme tu gères une boîte de 500. Donc, il est nécessaire de processer, de professionnaliser l'ensemble des métiers de l'entreprise pour pouvoir accompagner la croissance et avoir une ossature, une structure qui est solide. Donc, on passe, il faut être capable, un, d'accepter ces changements, deux, d'identifier là où on a besoin de faire progresser
et encore une fois, d'industrialiser, de professionnaliser un certain nombre enfin, l'ensemble des métiers de l'entreprise, d'ailleurs, quels qu'ils soient. Donc ça, c'est un premier défi. Donc s'adapter au marché, c'est un défi conséquent. Le dernier point, c'est de ne pas perdre son ADN, pas perdre la vision et pas perdre la culture d'entreprise. Et c'est très compliqué. Quand tu es 5, 10, 20, c'est sympa, c'est une petite famille, tout le monde se connaît, et ainsi de suite. Quand tu es plus de 100, c'est plus compliqué, et ainsi de suite. Il y a, je ne sais pas si tu connais la théorie de Dunbar, hein, que je t'encourage à découvrir, DUNBAR. Tu verras Mhm. que le corollaire de la théorie de Dunbar, c'est globalement qu'il est très compliqué d'avoir une relation interpersonnelle avec plus de 100 personnes. Mhm. Or, bah, cette culture d'entreprise, elle ne peut pas reposer que sur moi. Donc, comment est-ce qu'on la diffuse? Comment on fait en sorte, et l'ADN de l'entreprise et la vision, faire en sorte qu'il soit partagé par le plus grand nombre, connu et porté par l'ensemble des salariés de l'entreprise, passé une certaine échelle. Donc, la culture d'entreprise, c'est à mes yeux extrêmement important, garant de la croissance et du modèle.